Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Alors merci d'être là et de rester, parce que quand on voit le titre, moi je ne serais pas venu déjà. Donc aujourd'hui, économie de la fonctionnalité et de la coopération, ce n'est pas une expertise que je vais vous faire, je n'ai pas cette qualité-là, mais en tout cas je vais essayer de vous donner des clés. Vous allez entendre des messages que vous avez déjà entendus ce matin, et tout au long de la journée vous allez sûrement entendre les mêmes choses, mais ça c'est pour que ça rentre. Donc tout de suite, qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? C'est un nouveau modèle économique qui se passe en 2 étapes. La première étape, c'est changer son modèle et passer de la vente de biens à la vente de services. Donc, vente de services et d'usage. Le bien, lui, va rester la propriété de l'entreprise qu'il fabrique. C'est ce qu'on va appeler la performance d'usage. Donc ça, je vais le répéter tout à l'heure. On va essayer de vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez bien ce que c'est. Parce que comme ça, c'est... L'étape numéro 2, c'est de sortir du tout seul. Parce qu'en général, quand on est dans son entreprise, on est là, on bosse, le tout seul. On a déjà du mal à sortir du quotidien, alors parler des ODD encore moins. Donc ça, c'est compliqué. Et on passe à une mutualisation. Vous avez déjà entendu parler du mot mutualisation ce matin. Mutualisation des ressources entre les différents acteurs, qui peuvent être les entreprises, les collectivités, les associations. Ça aussi, c'est important. Et les citoyens, parce que les citoyens, c'est nous tous aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la performance territoriale. Alors les objectifs, c'est sortir du productivisme à outrance. Notre modèle économique, il est basé sur la production, encore plus de production, toujours plus de production et à moindre coût. Donc ça, je pense que ça a une fin. Et là, il faut redonner tout son sens au mot travail. Alors le sens, c'est la valeur. Parce qu'on est arrivé dans un... Je vais vous donner un exemple. Maintenant, on est arrivé dans une situation où on parle d'achat. Les gens font des achats. Alors, moi, dans mon cas particulier, on fabrique des big bags, donc des emballages. Et les gens, ils vous les achètent au kilo comme s'ils allaient les manger. Alors comme ça, on a occulté la valeur travail. Et comme le travail, il ne vaut plus rien, qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé très très loin, où là, le travail ne vaut pas grand-chose. Ensuite, l'objectif, c'est d'optimiser l'utilisation du bien. Donc, comme on parlait mutualisation, la location. Donc, si on n'en a pas besoin, on ne l'achète pas, ou si on n'en a pas besoin tout le temps. En améliorant la performance, ça aussi, on en a entendu parler ce matin chez Michelin, et la durée de vie. Donc ça, Yann Carré de Decathlon va sûrement en développer plus cette partie-là. Ensuite, c'est limiter l'utilisation des ressources naturelles, ça bien sûr. On vit dans un monde fini, donc on ne pourra pas puiser à outrance et pour l'éternité. Le 4e point, c'est augmenter la valeur ajoutée en valeur. Alors ça, c'est difficile à faire parce que là, il va falloir inclure dans le prix de ce que vous allez faire, valoriser l'aspect immatériel. Donc comment vous valorisez le fait que vous formez votre personnel, que vous développez leurs compétences, que vous apportez du conseil, des études, et puis dernièrement, nous, ce qu'on essaie d'introduire aussi, c'est le bilan carbone. Ça, il y a une attente par rapport à ça. Et dernier point, c'est intégrer les externalités sociales et environnementales. Waouh! Alors ça, qu'est-ce que c'est? Les externalités, c'est vos impacts, on va dire les impacts RSE, donc tout ce qui pourrait concerner les 17 objectifs de développement durable, qui sont induits par votre activité, mais que vous ne maîtrisez pas. En fait, donc ça peut être des impacts positifs ou négatifs. Un exemple, si je vous dis je suis fabricant d'une célèbre pâte à tartiner au chocolat, qui, dès que vous en mettez dans votre bouche, provoque un grand bonheur chez tout le monde, en général. Là, il y a des effets induits qui sont, par exemple, si vous en surconsommez, il y a des problèmes de santé publique, avec le cholestérol, avec le diabète, il y a plein de sucre. Alors le sucre fait du bonheur au cerveau, mais c'est tout. Et puis si on va un peu plus loin, l'activité de production, elle entraîne de la déforestation. De la déforestation en Indonésie, et puis là, vous détruisez l'habitat naturel de l'orang-outan. Et puis là, il n'est pas très content. Alors, on a beau pouvoir lui donner des tantiglous chez Decathlon, même si on lui loue et qu'il la mutualise avec d'autres bestioles, c'est quand même mieux s'il reste dans son environnement naturel qui est la forêt. Alors, je vais vous parler d'un exemple de performance chez Sobag, performance de l'usage. Alors, est-ce qu'il va falloir continuer d'acheter un big bag ou plutôt le louer un volume de stockage? Donc là, je vous un exemple chez un de nos clients qui fait de la céréale petit déjeuner. Alors lui, il achète beaucoup de big bags tous les ans. Son modèle,
Si je peux parler du business as usual, il achète à peu près 20 000 big bags par an qui sont importés d'Inde ou de Turquie parce que c'est cher, donc il veut plus pas cher. Ensuite, il a quand même des qualités, ce client, c'est qu'il nettoie le big bag en interne pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. Donc il va faire de la multirotation, maximum 7 fois. Ensuite, ces big bags, ils partent en déchetterie, alors soit enfouissement, soit incinération. Alors, c'est quoi le modèle de l'économie de la fonctionnalité qu'on amène? Eh bien là, au lieu d'acheter 20 000 big bags par an, nous, on va lui louer 3 000 big bags. Alors, on lui loue, on ne lui vend pas. On lui loue. Alors, 3 000 big bags, ça fait à peu près 5 000 mètres cubes de stockage. Pour se représenter, c'est un terrain de foot sur 5 mètres de haut. Donc, ça fait quand même un paquet de céréales petit déjeuner. Alors lui, son big bag, il l'utilise en interne. C'est vraiment stockage intermédiaire en attendant que le produit soit reconditionné dans des plus petits paquets. Donc là, l'idée, c'est de venir avec une production française et dessus, on va travailler sur l'amélioration de la fonctionnalité pour les opérateurs, avoir un produit plus efficace à l'utilisation, et puis on augmente aussi la qualité du produit pour augmenter la durée de vie. Parce que nous, dans ce modèle économique-là, on a tout intérêt à ce que le big bag il dure très très longtemps. Moi, je le fabrique une fois, mais après, je le loue tout le temps. Voilà. Ça, c'est un nouveau modèle économique. Alors, je ferai moins de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Bon, des fois, je dis, je ne veux pas faire de croissance, on passe pour un fou, mais moi, ce que je veux faire, c'est de la valeur ajoutée. Donc ces big bags, ensuite, ils vont être réutilisés jusqu'à usure. Il va toujours les nettoyer, ou maximum jusqu'à 12 mois. Nous, on a des petites contraintes. C'est que dans l'agroalimentaire, il y a toujours ce qui est risque contamination. Donc ça, développement bactériologique. Donc ça, il faut le maîtriser. Ensuite, les big bags usés, il me les renvoie. Je lui remplace. Et à la fin, je fais la gestion du cycle de fin de vie du big bag. Recyclage, je fabrique de la granule. Avec de la granule, je fais de la toile recyclée, avec 30 à 40% de recyclé dans ma toile. Impact carbone, c'est 10 fois moins qu'une matière vierge. Et puis avec ces big bags, avec cette toile, je fais des big bags que j'envoie chez Michelin, qui est à côté de chez moi, parce que lui, il les utilise pour mettre des déchets. Et on va aussi lui baisser son empreinte carbone, économie circulaire. Et puis, cerise sur le gâteau, je fournis un bilan CO2 annuel pour mon client, parce que lui, on va lui demander, c'est une grosse entreprise. Alors les clés pour que ça marche bien, c'est qu'il faut déjà une relation de confiance. Et ça aussi, ça se valorise. S'il n'y a pas confiance entre le client et le fournisseur, là on va coopérer. Vous ne pouvez pas rentrer dans une démarche comme ça. Donc il faut que le client ait confiance en vous. Donc ensuite, il faut travailler en mode gagnant-gagnant. Mode gagnant-gagnant, ça veut dire que la valeur, il faut se la partager. C'est pas, il y en a un qui gagne tout, puis l'autre, il a que les yeux pour pleurer. Et puis ça, forcément, il faut le contractualiser. Ça va le timing ? Merci. Je ne voudrais pas m'étendre. Ensuite, je vais vous parler, on parlait de coopération. Alors ça, déjà, c'est un exemple de coopération entre entreprises. Mais la coopération, comment on la voit, nous, c'est la coopération territoriale, performance territoriale. Alors là, il y a un petit schéma autour. On comprend très bien que tous ici, on fait partie d'un écosystème. L'écosystème avec un tissu associatif, des entreprises, des citoyens, la collectivité. Et là-dedans, on a une convergence d'intérêts, des enjeux. Alors pour que ça marche bien, je vais vous donner un exemple après, il faut avoir une très très bonne connaissance de ses faiblesses déjà, les siennes, ses compétences et des enjeux pour son futur. Et puis il faut aussi connaître celles des gens qui vous entourent. Donc là, on va parler de l'écosystème. Et de là va intervenir la coopération. Un exemple. L'année dernière, on a fourni c'est pas moi qui l'ai fait, je reprends depuis le début. Les portes verts de la percée du vin jaune 2022. Donc ça, l'idée, c'était de fournir des portes verts qui habituellement étaient achetés en Asie. Alors les acteurs, c'est l'association. Alors, au départ, c'est l'association de la percée du vin jaune qui acte pour faire connaître la belle région du Jura, le vin. Et puis du coup, il y a des retombées économiques, il y a des retombées touristiques. Et ça intéresse les collectivités, en particulier la région, qui s'est dit on va les aider parce que ça fait connaître notre région, ça fait parler de nous, ça fait des choses sympas. Donc un petit appel d'offres. Derrière, il y a une entreprise du secteur public qui s'appelle l'entreprise adaptée du Vernois, et en particulier son atelier de confection qui veut répondre. Mais il ne peut pas répondre à tout parce qu'il ne sait pas tout faire. Mais comme moi, on échange beaucoup et qu'on connaît un peu notre écosystème, et derrière, on vient avec une solution. Je dis, nous, on peut faire ça, toi, lui, il peut faire ça, et l'autre, il peut faire ça. Du coup, avec 4 entreprises de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, on a répondu à l'appel d'offres et on a eu le marché. Du coup, on a fait 23 000 portes verts qui ont été financés par la région, mais la région finance aussi son écosystème avec des retombées positives, et en particulier avec l'entreprise adaptée, on parle d'insertion professionnelle.
Donc voilà, là derrière l'aperçu du vin jaune, il y a aussi quelques externalités positives ou négatives. Alors négatives, il y a peut-être quelques problèmes cardiaques et quelques coma éthyliques, mais en tout cas, c'était un bel exemple de coopération. Alors nous ici, quel est notre intérêt commun ? L'intérêt commun aujourd'hui, c'est simple, il est dans le titre, c'est Objectif Territoire Durable. Nous, on vit tous sur le même territoire et on a tout intérêt à ce que notre territoire il se porte bien, il soit en bonne santé et qu'il soit durable. Et pour qu'un territoire soit durable, un des prérequis, c'est que les entreprises qui sont sur le secteur soient aussi durables et même plus, qu'elles soient contributives. Voilà, encore un nouveau mot, contributive. Alors qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? On a parlé de modèle économique, il faut faire du profit, soit. Mais là, maintenant, il n'y a plus que ça. Il faut créer de la valeur financière, sociale et sociétale. Autrement dit, et là, je pense que Sacha Kettler vous en parlera tout à l'heure, dans le modèle de chez Michelin, c'est ce qu'on appelle les 3 P. Donc ça, je le laisserai développer là-dessus. Je laisse une petite part de mystère. Donc, et ensuite, pour piloter tout ça, on a quand même des indicateurs, des ODD pour donner la direction. Donc les 17 objectifs de développement durable. Après, vous allez me poser la question, quelles sont les entreprises contributives ? Non ? Personne. Bon. Quelles sont les entreprises contributives ? Eh bien, les questions, c'est après. Donc, mais on pourra en parler. Pour synthétiser ce que je viens de vous dire, il y a un schéma derrière moi qui reprend tous les grands thèmes que j'ai énoncés jusqu'à maintenant. Alors, peut-être pas facile à suivre tout de suite, mais en tout cas, avec ça, vous le trouverez sous l'ADEME. L'ADEME, beaucoup d'informations sur l'économie de la fonctionnalité. Donc ça, vous retrouverez ça. Et puis derrière, on va identifier les enjeux du territoire. Et les enjeux du territoire, qui concernent les citoyens, le territoire, les collectivités, les associations et les entreprises, on a des thèmes comme la mobilité, la biodiversité, l'écologie industrielle et territoriale, on en a entendu parler tout à l'heure, l'économie circulaire, l'éducation, l'agriculture, enfin tous ces thèmes vont être abordés aujourd'hui. Donc cet après-midi, en l'occurrence, ce matin, on en a déjà parlé. Donc ces thèmes-là, ils vont être demain étudiés au niveau du territoire. Et pour qu'il y ait des résultats pertinents et probants, eh bien, ces thématiques, elles seront étudiées avec les citoyens, les entreprises, la collectivité. Et puis derrière, on va mutualiser les ressources. Voilà, c'est ça l'économie de la coopération, la fonctionnalité de la coopération. Donc en conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est pas une révolution. Je veux dire, il n'y a pas d'entreprise vraiment 100% efficace ou contributive, mais c'est une transformation nécessaire. On en a déjà parlé ce matin, et c'est aussi une attente de nos jeunes. C'est un moyen de répondre aux lois. Vous avez entendu parler de taxonomie. La taxonomie, ça arrive. C'est toutes ces lois, la taxonomie, le devoir de vigilance, donc on ne doit pas travailler avec des fournisseurs qui font n'importe quoi. Tout ça, toutes ces lois qui sont l'anti-gaspillage, qui vont être appliquées aux grandes entreprises, elles vont forcément retomber sur les PME. Donc s'il y a des patrons de PME ici, moi je vous encourage à faire une belle veille réglementaire, parce que tout ça, ça va vous permettre de prendre de l'avance et de pouvoir répondre aux besoins des grands donneurs d'ordre. Ensuite, c'est aussi un catalyseur de la démarche RSE. Vraiment, je trouve que sur le fond, ça résume tout et ça boostera votre activité. Et c'est un outil de création de valeur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, valeur financière, bien sûr, il faut qu'une entreprise elle gagne de l'argent. Mais c'est aussi des valeurs sociales et sociétales. Demain, à chaque fois je dis demain, c'est un gros défaut que j'ai, mais on ne jugera plus la qualité d'une entreprise sur son profit. On ne fera pas un rating, comme on dit, au triple A, au triple ce que vous voulez, juste sur ses profits, mais on va aussi regarder sa contribution, c'est les deux autres capitaux, capital social, capital environnemental. Donc là, c'est ce qu'on appelle la comptabilité triple capital. Alors, il y a déjà des comptabilités extra-financières qui sont publiées par les grands groupes, ça c'est aussi la loi qui leur impose. Mais là, demain, on dira, voilà, c'est quoi votre classement, votre valeur financière, sociale et sociétale, et votre banquier vous dira, à eux, je prête parce qu'ils sont bien, c'est une bonne entreprise, ils font les choses pour que ça se passe bien, et si vous faites que le premier, ça ne marchera pas. Taxonomie, c'est ça la taxonomie. Donc on ne vous financera plus.
Alors pour moi aussi, l'entreprise de demain, elle sera contributive ou il n'y aura pas d'entreprise. Et j'espère ne pas me tromper, ça voudrait dire qu'on est sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, je vous dirais bienvenue dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce qu'on est en plein dedans. On a déjà commencé. L'action d'aujourd'hui, c'est une action de coopération. On a organisé cette journée avec la collectivité, la CUCM. On a les étudiants qui nous ont rejoints. On a des associations. Il y a des stands, le village ODD. Hier, tout le monde s'est mobilisé autour de cet événement et je remercie tout le monde et c'est vraiment ce qu'on voulait faire. C'était que ce soit un acte, en plus d'être un acte entreprise, mais que ce soit vraiment un acte citoyen, parce qu'on parle à des citoyens ici. Donc pour terminer, il y a 10 ans quand j'ai créé Sobag, je finissais toujours mes présentations par un peu de philosophie. On finira aussi la journée d'aujourd'hui avec Malek Boukherchi qui fera un peu de philosophie. J'espère que vous serez là ce soir parce que c'est vraiment un personnage. Et par cette citation de Georges Bernard Shaw, je dirais que, je vais vous la laisser lire, dans la vie il y a 2 catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est, ils se disent pourquoi. Et puis ceux qui regardent le monde comme il devrait être et se disent pourquoi pas. Et j'espère qu'ici, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions du pourquoi pas. Voilà, merci.